Pour cette fois, la motivation n'est pas syndicale, encore moins académique. En effectuant massivement le déplacement du forum, ces étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny démontrent l'importance qu'ils accordent à leur insertion professionnelle une fois sortis du système éducatif. Une question importante à laquelle les organisateurs entendent apporter les réponses adéquates en conviant pour l'animation du panel les ministres en charge de l'enseignement supérieur et de l'emploi des jeunes. Il s'agit de faire en sorte que les jeunes gens qui sortent de ce système-là puissent avoir un emploi le plus rapidement possible sur le marché de l'emploi, donc un emploi stable et bien rémunéré. Donc il s'agit là de faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle l'adéquation formation-emploi. Une chose est d'avoir des idées pour créer une entreprise, mais une autre chose est d'avoir le financement nécessaire pour le faire. Donc je pense que si tout ça est mis en musique, bon, il y a de fortes chances qu'on arrive à résoudre, en tout cas en grande partie, le problème d'adéquation formation-emploi. Selon le rapport d'état du système éducatif ivoirien de 2002, seuls 51% des diplômés du supérieur ont accès à un emploi. Un chiffre certes alarmant qui peut néanmoins trouver réparation avec la nouvelle politique gouvernementale de l'emploi des jeunes. La solution la plus viable et durable pour un jeune qui cherche du travail, c'est l'auto-emploi. Nous leur recommandons fortement d'avoir des idées de projets, de sorte à devenir ces entrepreneurs des gourous qui vont permettre qui vont couvrir toute la sous-région en termes d'initiatives de promotion des produits ivoiriens. Pour les étudiants participants, ce panel est une belle opportunité. Le thème de l'employabilité était une bonne plateforme pour débattre, pour échanger et puis apporter des solutions concrètes, des solutions matérialisables sur le terrain. En amont de la politique de l'insertion professionnelle des diplômés du supérieur, l'État de Côte d'Ivoire a déjà investi plus de 140 milliards de francs CFA dans la restructuration de l'enseignement supérieur. Moins de 2 semaines après la remise des clés de la Cité Rouge, le BNED, le Bureau national d'études techniques et de développement, remet le couvert. Dans ces coffres remis au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se trouvent les clés des cités universitaires Saint-Jean et de la Riviera 2, quasiment réhabilitées, devant accueillir plus de 1500 étudiants. Nous sommes vraiment très heureux de recevoir cette cité. Quand nous on est contents, on dit merci. Merci à qui? Merci à Alassane Ouattara. C'est pour moi l'occasion de lancer un appel aux opérateurs économiques, aux initiatives privées pour accompagner l'État. Abidjan aujourd'hui, université Nangui Abrogoa, université Félix Houphouët-Boigny, c'est environ 80 000 étudiants. Pour donner à ces deux cités ce nouveau visage, les travaux de réhabilitation se sont faits en 2 phases. La phase dite de marché de base et celle des travaux post-réhabilitation, ce qui a permis les modifications des salons pour en faire des chambres et augmenter la capacité d'accueil de la cité de Riviera 2. Je pense que c'est l'étudiant qui gagne et ça va nous permettre également d'être dans de bonnes conditions d'études et d'être proche de notre université. Et je pense que cela aussi demande à l'étudiant une question de sagesse et d'entretien surtout à ces différentes cités qui nous sont disponibles. Après la Cité Rouge, la Cité Saint-Jean et celle de la Riviera 2, le ministre Nyamie Konan a annoncé également pour le mois de novembre la livraison de la Cité Jean Mermoz de Cocody. Plus de 150 poches de sang recueillies pour sauver des vies humaines. La Fondation Yacouba Ndiaye, par ce geste, veut soutenir le bureau local du Centre national de transfusion sanguine de Grand Bassam dans sa mission de collecte du sang à mettre à la disposition des blessés et des malades internés à l'hôpital général de la ville. Le besoin en sang en Côte d'Ivoire s'élève à plus de 900 000 poches par an. Seulement, 500 à 600 000 sont collectés chaque année. Pour les responsables de la Fondation Yacouba Ndiaye, chaque Ivoirien doit donner un peu de son sang pour combler le déficit. Le sang n'a pas de prix. On a préféré faire ce don pour soulager nos frères malades. L'objectif de la Fondation, c'est de l'entraide. Les enfants Yacouba Ndiaye et petits-enfants Yacouba Ndiaye ont jugé bon de mettre une fondation sur pied à son nom pour toute l'œuvre qu'il a faite, pour ne pas que ces œuvres-là tombent à l'oubli. La Fondation a également offert à la maternité de l'hôpital général de Grand Bassam plusieurs dons composés de berceaux, de seaux en plastique et des savons pour la toilette des nouveau-nés. Une action saluée
par les autorités administratives qui n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance à la fondation Yacouba Ndiaye. Démonstration de karaté, une note donc à la manifestation de la générosité pour égayer la foule. 2000 tonnes de déchets arrivent tous les jours dans cette décharge au sud de Rabat. Avant 2011, ces anciens chiffonniers marocains sillonnaient les rues nuit et jour en tirant leurs chariots pour ramasser des déchets. Mais ils se sont organisés pour trier les ordures et améliorer leurs conditions de travail. Les choses se sont améliorées depuis que nous sommes ici. Nous nous sommes débarrassés du travail sous le soleil ou la pluie. Ici, nous avons une assurance et une sécurité sociale et les revenus nous aident à soutenir nos enfants et nos familles. Les chiffonniers sont souvent mal vus au Maroc, perçus comme des voleurs de poubelles. Mais ici, ils ont tous un salaire fixe, environ 230 € par mois, et participent au recyclage des déchets. Un projet écologique, alors que les ordures ménagères engendrent 18% des émissions de gaz à effet de serre du pays. L'entreprise qui gère la décharge a même investi 650 000 € dans la petite coopérative. Ces 150 personnes maintenant se sont constituées en coopérative et gagnent leur vie, et honnêtement je dirais leur vie en coopérative. Donc ils ont retrouvé leur dignité, etc. Et maintenant ils font leur propre business et je trouve qu'ils se sont très bien organisés. Et en fin de compte l'intérêt c'était de permettre à 150 familles de continuer à vivre. Le gouvernement marocain s'est engagé à baisser ses émissions de gaz à effet de serre de 13% d'ici 2020. Un objectif ambitieux qui passe par un soutien accru à ce type de coopérative et par la destruction progressive des 220 décharges sauvages qui existent toujours dans le pays. Nous avons mis en place un partenariat avec les autorités locales. Jusqu'à maintenant, nous avons financé 16 centres de tri et de valorisation des déchets sur les 19 existants. Le programme prend du temps. 6 nouveaux centres de tri sont en cours de construction pour passer à 70 centres d'ici 2020. À leur niveau, les chiffonniers participent donc à la transformation écologique du Maroc, alors que le recyclage n'existe toujours pas au niveau du consommateur et que le pays accueillera la conférence sur le climat en 2016. Pour de très nombreux artistes, il reste le maître à penser, Pablo Picasso. Le Grand Palais à Paris lui consacre son exposition de la rentrée, Picasso Mania. Il le disait de lui-même, il avait la manie de dessiner et de peindre jour et nuit. Ou comment, dans une œuvre des plus prolifiques, chacun peut s'y reconnaître de la vie même de sa petite fille. Picasso, c'est un artiste tellement énorme qu'on a envie de le partager. Et les artistes contemporains ont tous choisi une petite parcelle. Donc on a pu retracer ce propos en fait à travers différentes périodes, différents thèmes qui permettent de comprendre que Picasso était toujours un sujet de renouvellement, mais lui-même d'ailleurs avait appris de ses prédécesseurs. Sur les 300 œuvres exposées, un tiers est du maître, le reste provient de Liechtenstein, Warhol ou d'artistes africains. Toute une salle pour les demoiselles d'Avignon et leur héritage. Une œuvre cubiste qui marque le début de l'art moderne, tout en introduisant l'art africain dans sa facture. De quoi interloquer un artiste afro-américain comme Robert Colescott dans ses Demoiselles d'Alabama. Et ce que représentent les Demoiselles pour un artiste qui a grandi enfant dans l'Alabama, qui était encore ségrégationniste à l'époque, vous imaginez que c'est un tableau qui peut être un peu choquant, dérangeant. Un autre artiste américain présente ses peintures dans une partie de l'exposition intitulée Bad Painting, une référence au très mauvais accueil réservé à l'époque au dernier tableau de Picasso. Il était très prolifique et je suis très prolifique moi aussi, car je ne me prive d'aucune inspiration. Quelque chose me vient à l'esprit, je le mets sur la toile. Il faut que ça se passe aussi vite que je le vois dans ma tête. Jusqu'à sa mort à 91 ans, l'artiste touche-à-tout aura été un homme public omniprésent, très accessible et en même temps intouchable.